Du coup, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc moi, c'est Cornet. Je suis habitant du Mal-Ouestan, mais je vais pas parler au nom du Mal-Ouestan aujourd'hui, plutôt en mon nom. Je vais parler du coup, de réflexions que j'ai depuis quelques années. J'aimerais bien écrire un livre dessus. Du coup, là, c'est un peu la première partie du livre, mais en très condensé. Bah, en résumé, en tout cas. Et discuter devant plein de gens, c'est pas trop mon truc. Je veux dire, j'aime bien discuter avec les gens, mais juste monologuer, c'est pas, c'est pas si simple. Euh, et du coup, je vais vous parler une axiologie du sauvage. Je vais vous expliquer un peu peut-être ce terme un peu barbare. Mais en tout cas, le but de la conférence, ça va être de esquisser ou de proposer un projet euh, politique, mais aussi philosophique, de proposer en fait un rapport au monde centré autour de la notion de sauvage. Et donc je vais vous parler de cette notion-là pendant les 50 minutes qui viennent. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire une axiologie? Donc une axiologie, c'est plutôt le domaine des valeurs de ce qu'on considère comme souhaitable ou pas souhaitable, de ce qu'on considère comme étant le bien ou le mal. Donc tout ce domaine-là, c'est ce qu'on va entendre par axiologie. Et du coup, parfois, on va pouvoir parler d'axiologie. Par exemple, une axiologie très répandue, c'est euh, euh, quand on grandit dans ce système, c'est d'avoir une maison, un emploi stable, deux voitures peut-être, quelques voyages en avion chaque année. Ou au contraire, une axiologie plutôt écologique serait de dire, en fait, on prend pas l'avion, on se reconnecte à la nature, on veut de la biodiversité, on fait le recyclage, on prend des douches plus courtes, voilà. Ça, c'est des questions qui sont axiologiques, du coup, du domaine du souhaitable, du désirable. Voilà. Et du coup, donc le projet, c'est de proposer du coup une axiologie centrée autour, donc de centrer ce qui est souhaitable autour de cette notion de sauvage. Et du coup, je vais essayer de vous parler un peu de ce terme. Déjà, il faut reconnaître un peu un passé assez problématique de ce terme de sauvage, notamment dans les contextes coloniaux. En fait, ça a été beaucoup utilisé en opposition à civilisé, un peu en synonyme de barbare ou de primitif. Donc ce qui était sauvage, c'est ce qui n'était pas civilisé. Euh, ou ce qui n'était pas chrétien aussi dans certains contextes historiques. Et donc on a l'exemple de The Frontier américain, où on avait cette frontière théorique qu'on agrandissait, en tout cas on agrandissait un territoire civilisé et on civilisait les espaces qui étaient sauvages. On apportait de l'ordre parmi du chaos du sauvage. Peu importe s'il y avait des populations qui existaient déjà dans ces espaces. Euh, et en fait, ça a été utilisé pas mal comme presque un devoir de la civilisation de euh, éduquer et d'amener cet ordre. Du coup, dans le colonialisme, par exemple sur le continent africain, c'était quelque chose qui était très utilisé. Et il y a quelque chose de très cynique. On voit parfois, je sais pas, Zemmour ou d'autres personnalités adorables politiques qui, à la télé, vont parler de oui, mais le colonialisme, il y avait des bons côtés. On a construit des écoles. Et l'exemple des écoles, elle n'est pas anecdotique, quoi. C'est l'éducation. On a amené la culture, on a civilisé. Avant, c'était des sauvages, c'était des personnes primitives, quoi. Voilà. Et c'est pas cantonné, donc Zemmour est un exemple, mais c'est pas que cantonné à l'histoire. On a des exemples, bon, Trump étant un bon générateur d'exemples pour nos conférences, je pense, mais Trump qui a insulté un de ses opposants politiques en disant Pocahontas, en référence à ses origines aborigènes. Euh, on a d'autres exemples plutôt français, nos Trump français, Darmanin, Rotaillot, qui ont parlé de l'ensauvagement des quartiers. Et du coup, avec ce passé colonial, je veux dire, avec cet imaginaire colonial, euh, où il a parlé il a été témoin d'actes de sauvagerie, euh, le pauvre. Euh, et sinon, il y a Rotaillot très récemment. Ça a d'ailleurs été utilisé dans le cadre des différentes violences autour des prisons récemment. Ça s'est ressorti aussi. Et dernièrement, Rotaillot, il a parlé
Il a dit, c'était assez fort, hein, la France des engagés, ou la France des salauds, la France droite et fière, ou la France sauvage. Donc voilà, donc ça c'était il y a quelques semaines que ce terme a été utilisé. Et il y a de nombreux autres exemples, et je vais pas m'attarder plus sur cette question, parce qu'il y a des excellents travaux qui en parlent, et donc je vais vous en citer quelques-uns. Il y a Rester barbare de Louisa Yousfi, qui en parle. Euh, il y a Beauf et barbare, le pari du nou de Ouria Boutelgia, et, et un dernier qui est Le loup et le musulman de Ghassan Haj, qui lui fait un peu le parallèle entre cet imaginaire du loup sauvage, du loup indomptable, aussi un peu la peur du loup, et aussi le loup qui parcourt des kilomètres, qui n'a pas de frontières. Et donc le parallèle entre cet imaginaire-là et l'imaginaire du musulman ou de l'islam, qui serait inassimilable à une culture judéo-chrétienne, comme et du coup qui parcourt des kilomètres. Voilà. Donc c'est ce parallèle-là. Je vous recommande vraiment ces lectures, elles sont vraiment chouettes pour comprendre ces enjeux-là. Et en tout cas, voilà, c'était déjà d'accepter aussi cet usage-là. Un autre usage qu'on a, qui est quand même un peu plus sympathique, mais qui est quand même pas si évidente en soi, c'est quand on va parler de nature sauvage, d'animaux sauvages, de faune sauvage, d'espace sauvage, le wilderness dans le monde anglophone. Et, et le problème, c'est qu'il y a des critiques de cette utilisation-là, parce que en fait, c'est la même critique de la nature et cette distinction entre nature et culture. Du coup, c'est aussi un terme qui renvoie à quelque chose qui est, en tout cas, questionné dans le monde académique, notamment suite à Descola, les travaux de Descola. Et pour ma part, je vais plutôt me situer dans la pensée de Virginia Maris ou de l'écoféministe Val Plomode, qui va plutôt parler du maintien de cette notion-là, en la cadrant comme la nature sauvage étant l'altérité, quoi, étant ce qui n'est pas humain. Et il y a aussi Anat Singh qui parle de la nature qui est ce qui déborde. Je crois que on a une conférence qui en a parlé aussi en début d'été. Mais du coup qui en parle pas comme une dichotomie, pas quelque chose voilà, de manichéen, mais plutôt comme un dualisme où c'est un spectre entre quelque chose de très culture et quelque chose qui serait de très nature sauvage au debout. Et du coup, pourquoi je vous parle de ça, c'est pour aussi parler de pourquoi utiliser cette notion. Pourquoi du coup je souhaite utiliser cette notion si elle a un bagage plutôt questionnable et si en plus dans les usages plus, on va dire, plus communs, elle est questionnée. Et donc pourquoi cette notion de sauvage m'a intéressé tout particulièrement, c'est que il y a une polysémie de ce terme, elle est utilisée dans tellement de contextes différents. Et un ensemble d'imaginaires qui est associé, aussi bien négatif que positif. Et je trouve que cette richesse-là, je veux l'utiliser dans ce projet que je vais essayer de vous esquisser pendant cette conférence. Et je trouve que c'est pas trop tôt d'essayer de se réapproprier ce terme. Comme j'en ai cité, il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup d'autrices qui en parlent. Du coup, je rejoins un peu ce que dit du coup Louisa Yousfi, qui est un renversement de stigmates. Un peu comme ce qu'il y a pu y avoir dans les milieux queer, notamment la revendication du terme queer, qui était du coup de dire ok, on a parfois utilisé ce terme pour nous stigmatiser, pour antagoniser. Nous, on va se le réapproprier, on va renverser ce stigmate. Et du coup, mon projet, que je vais essayer de vous présenter, c'est l'idée de renverser le stigmate, ou en tout cas une inversion de valeur, du coup une inversion axiologique autour de la notion de sauvage. J'ai fait appeler cette conférence pour une écologie sauvage. Et du coup, il y a... on va dire qu'il y a un objectif écologique dans ces travaux et ces réflexions. Mais qui s'inscrit dans plutôt une définition moderne de l'écologie, qui est du coup une écologie sociale, qui est une écologie qui intègre beaucoup d'autres luttes et beaucoup d'autres questions que seulement les questions environnementales.
Et du coup, il y a, comme je disais, il y a de nombreux imaginaires autour de Sauvage. Il y a l'imaginaire colonial, il y a l'imaginaire un peu hollywoodien, effectivement, Avatar, Pocahontas, et, euh, et ce genre de travaux. Mais c'est aussi un terme qui va être utilisé parfois en parlant d'enfants, par exemple. Les enfants, ils sont sauvages, c'est-à-dire qu'ils sont mal éduqués ou incontrôlables. Euh, dans le cas des femmes, de dire qu'une femme est sauvage, parfois ça peut être péjoratif, ça peut même être parfois amélioratif, par exemple dans la sphère intime, quoi. Euh, c'est pas mal utilisé, je dirais plus que dans le monde francophone, mais dans le monde anglophone, c'est aussi utilisé de façon très positive, quoi. Voilà, comment étaient tes vacances? Ah, c'était wild, c'était vraiment sauvage, quoi, et c'est plutôt utilisé améliorativement. C'est pas tellement ça que j'aimerais valoriser personnellement. Euh, et c'est souvent utilisé pour décrire potentiellement les zadistes, les marginaux, les altermondialistes, quoi. Voilà, c'est des sauvages. Pareil, ils s'échappent un peu à la civilisation, quoi. Donc c'est différents imaginaires. Et du coup, je veux parler de peut-être ce qu'ils ont tous en commun, ces imaginaires-là, et parler d'une définition du terme sauvage que propose Roderick Nash, qui est que ce qui est sauvage est ce qui échappe au contrôle d'une société organisée. Et donc Roderick Nash est un sociologue qui a étudié ces imaginaires-là, notamment aux États-Unis. Euh, et du coup, je parlais de Anat Singh qui parle qui définit plutôt de ce qui dépasse ou ce qui arrive à déborder les sociétés organisées. Donc ça, ce serait plutôt le cadrage que propose Anat Singh. Mais dans tous les cas, c'est pas contradictoire. Voilà, ces différents cadrages sont pas contradictoires. Et en fait, on arrive rapidement au fait que sauvage est opposé à domestication aussi. Euh, des plantes sauvages, c'est des plantes qui n'ont pas été domestiquées. Ou en tout cas, les plantes domestiquées sont des plantes qui ne sont pas sauvages. Les animaux domestiqués sont des animaux qui ne sont pas sauvages. Donc il y a cette opposition-là. Et en fait, la domestication, il y a beaucoup de travaux autour de la domestication et qui élargit la définition de domestication à la domestication de l'homme par l'homme, à voilà différents sens. Et ça va être une opposition que je vais tenir. En tout cas, c'est ça l'opposition que je propose, c'est que sauvage, c'est ce qui n'est pas domestique et ce qui est domestique, c'est ce qui n'est pas sauvage, sachant que du coup je propose pas quelque chose de manichéen, je propose pas quelque chose qui serait du coup une dichotomie, mais plutôt un dualisme où il y a tout un spectre entre les deux. Et donc cette conférence est autant une proposition d'une axiologie qui se veut sauvage qu'une axiologie qui s'oppose à la domestication, qui s'oppose radicalement à la domestication, qui rejette la domestication. Voilà. Je sais plus où j'en suis. Hop. Et du coup, pour essayer de vous convaincre de ça, je pense que c'est intéressant de regarder l'histoire de la domestication. Ou du coup, l'histoire de l'anéantissement du sauvage. Bon, je m'avance un peu, mais vous allez voir que c'est un peu le cas. Et du coup, c'est aussi l'histoire, si on revient à la définition de Nash, l'histoire des sociétés organisées, de fait. Et l'histoire des civilisations, ou de la civilisation. Et du coup, on passe par on va dire un nœud un peu incontournable, qui est du coup la révolution néolithique. Donc c'est à peu près il y a 8000 ans. Et c'est vu, je dirais que c'est majoritairement vu comme le passage de l'humain de chasseur-cueilleur à la civilisation organisée autour de l'agriculture. Je dis pas que c'est le cas, je dis que c'est ce qui est, c'est ça, la révolution néolithique, elle est vue comme telle. Et justement, je vais en parler un petit peu. Et du coup, la révolution néolithique, c'était pas vraiment une transition vers l'agriculture. L'agriculture existait bien avant, il y a plein de preuves archéologiques et anthropologiques là-dessus. Alors c'était plutôt sous des formes de proto-agriculture, mais en tout cas ça existait. C'était pas non plus une transition vers la sédentarité. La sédentarité aussi préexistait la révolution néolithique. On avait des populations qui étaient dans des contextes où il y avait une abondance de ressources, souvent parce qu'ils se situaient entre plusieurs biomes, donc entre par exemple des plaines, une forêt et près de la mer. Et du coup, il y avait une abondance de ressources et il n'y avait aucun besoin de parcourir des centaines de kilomètres ou d'avoir une stratégie différente. Et du coup, il y avait des formes de sédentarité qui préexistaient la révolution néolithique.
et qui préexistait de très longtemps. Et en fait, et pareil pour la domestication animale, ou en tout cas la proto-domestication, où du coup la domestication du chien prédate la révolution néolithique. En tout cas, pas la domestication du chien, mais l'apparition du chien et le chien dans la sphère domestiquée prédate. Et en fait, on avait des sociétés ou des petits groupes qui avaient des stratégies assez flexibles en fait vis-à-vis de la subsistance de l'organisation. S'il y avait une abondance de ressources, ok, on pouvait être sédentaire. Si jamais cette abondance se tarissait, eh ben on réadoptait d'autres stratégies. On pouvait passer de nomade à sédentaire, que ce soit sur des périodes de décennies ou même du coup pardon, au même, j'arrive plus à parler, au sein d'une année, donc sur des périodes différentes. Et du coup, il y avait une flexibilité et une grande force d'adaptivité. Bon, voilà. Dans ces sociétés-là, pré-révolution néolithique. Et du coup, la révolution néolithique, ça a été surtout le fait de fixer comme stratégie par défaut et dominant la sédentarité, l'agriculture comme source principale de subsistance, et la domestication comme, comme stratégie par défaut, et, voilà. Et c'est surtout ça la révolution néolithique. Et du coup, il y a un peu deux théories, ou il y en a plein en fait, mais il y a deux théories qui se démarquent, qui est que ça a été fait plutôt pour des raisons de survie, avec une mini-âge glaciaire à cette époque-là. D'ailleurs, je dis donc moins 6000 ans avant Jésus-Christ, donc 8000 ans quoi. C'est à 1000 ans près en fonction de où on est sur la planète, quoi. Ça, c'est plutôt Mésopotamie. Je crois qu'en Asie, c'était 1000 ans plus tôt, je crois. Ou... En tout cas, voilà, ça dépend de la région sur le globe. Mais en tout cas, il y a des parallèles et il y a des logiques très similaires quoi, qui se sont faits. Et du coup, il y a deux versions. Il y a la version, ok, on a dû se regrouper, on a dû densifier un peu, on a dû se mettre sédentaire et dans des grandes villes parce que il y avait des espaces qui étaient devenus un peu inhabitables, ou en tout cas où il n'y avait pas les ressources possibles. Et du coup, les populations ont dû se regrouper un peu par obligation quoi, de survie. Et l'autre théorie, c'est plutôt que les gens étaient regroupés de force par des humains. C'est-à-dire sous la coercition, les gens ont été densifiés de force. Je vais pas avoir le temps de rentrer dans les détails de ces deux théories, mais ce qu'ils ont tous les deux en commun, c'est qu'à la fin de cette période, on a des preuves, ou en tout cas, ce qui est globalement accepté, c'est que le maintien de cette densité, le maintien du coup de la sédentarité, de l'agriculture céréalière, a été fait sous la contrainte à ce moment-là. Donc peu importe comment ce contexte est né, ça a été plutôt maintenu sous la contrainte. On a des preuves que archéologiques et anthropologiques que les premières guerres ont été principalement pour aller capturer des populations sauvages ou des populations d'autres cités, parce que c'était surtout des questions de cité à cette époque-là. Les premiers États, c'est plutôt 4500 avant Jésus-Christ, les premières dynasties, c'est plutôt 3000 avant Jésus-Christ. Je crois, à peu près, hein, c'est juste pour... s'il y a des dates plus exactes, n'hésitez pas. Mais, qu'est-ce que je racontais ? Oui, donc ces premières guerres, c'était plutôt des guerres d'aller capturer des ressources pour aller venir travailler dans ces sociétés organisées. Et pourquoi c'était nécessaire ? C'est que, en fait, personne ne voulait travailler dans ces sociétés organisées. Il y avait une pénibilité de l'agriculture qui était, en fait, que souhaitable si c'était nécessaire. Et c'est pour ça que on a un ensemble de preuves dans l'histoire pré-néolithique que ce genre d'agglomération était souvent le plus éphémère possible. Ça a été vraiment sous la nécessité, et dès que c'était plus nécessaire, on se redispatchait et on repassait sur d'autres stratégies, quoi. Et du coup, cette densité de population, le fait de commencer à vivre du coup dans un modèle agricole sédentaire, déjà on vit près des animaux, et du coup il y a plein de problèmes comme des maladies, des zoonoses qui apparaissent. Il y a des problèmes d'hygiène
qui apparaissent par rapport à la densité de la population. Et il y a aussi un appauvrissement à ce moment-là de l'alimentation qui entraîne un ensemble de problèmes divers et variés, notamment par exemple quelque chose qui est un peu inattendu, en tout cas qui est peut-être pas intuitif, mais qui est l'âge de la ménarque, donc les premières règles chez la femme qui vont passer je crois qu'ils vont avancer de 5 ou 6 ans, quoi, où du coup maintenant il y a des femmes qui vont commencer à enfanter à l'âge de 12, 13 ans, et qui du coup il y aura une mortalité infantile beaucoup plus élevée, voilà, tout ça. Donc ça entraîne tout un ensemble de problèmes, tout un ensemble de maladies, une pénibilité qui était vraiment que les gens cherchaient à fuir, et on a dans ce sens-là les premiers États qui apparaissent plutôt dans des contextes où c'était dur de s'y échapper. Il y avait un désert à côté ou une chaîne de montagnes ou quelque chose comme ça, et où on pouvait assez facilement maintenir. Alors je dis facilement, les premières cités, ça avait une durée de vie à peu près de 30-40 ans, quoi. Donc c'était pas non plus, c'était très expérimental, on va dire. Mais en tout cas, ils apparaissaient quand il y avait ce contrôle qui était possible, quand il y avait ces frontières, on va dire, plutôt géographiques. Qu'est-ce que j'ai dit Ah oui. Et du coup, ces problèmes démographiques, pardon, c'était pas du tout démocratique encore. Ces problèmes démographiques vont entraîner du coup des logiques de contrôle. Donc, comme je disais, ces guerres pour aller capturer des gens, des outils de l'État, de ces proto-États qui apparaissent pour recenser les personnes, pour maintenir les personnes du coup et de les empêcher du coup de s'échapper d'une société organisée. Et du coup, on est parfaitement dans la définition, quoi, de la domestication, quoi. On commence à développer des outils pour empêcher des personnes, les animaux aussi, mais les humains aussi, de s'échapper d'une société organisée. Et notamment la domestication du coup de la reproduction, de la femme, notamment sur le fait que la femme était devenue, en tout cas le fait d'enfanter, était devenu très important pour remplacer ce turnover, si on veut utiliser un terme un peu plus moderne, quoi, qu'il y avait. Et ce turnover, c'était que les gens ils mouraient de maladie et que voilà. Et donc, bon, voilà, c'est à peu près. Et du coup, je vais citer un peu des sources de tout ce que je raconte là. Ça, c'est basé plutôt sur des travaux de James Scott, de Anna Minsky, de Melinda Zeder, qui est spécialisée dans l'histoire de la domestication, et de Suzanne Pollock. Voilà, ça, c'est les sources de ce que je vous raconte là. Ok. Et du coup, on voit qu'il y a un intérêt de ces premiers états d'avoir des personnes domestiquées, de ne pas avoir des personnes sauvages, d'avoir des personnes qui sont sous contrôle. Et donc, depuis 8000 ans, c'est ça qui va faire un peu la transition, depuis 8000 ans, les États, vous allez dire peut-être que je suis très cynique, mais on pourra en discuter après, les États, en fait, ont fait 8000 ans de recherche dans le contrôle. Et donc dans la domestication. Ça fait 8000 ans que les États se perfectionnent, qui affinent leurs outils pour contrôler, pour domestiquer, pour empêcher les gens de s'échapper à ce contrôle. Voilà. Et du coup, on parlait de l'écriture, je crois, dans la conférence précédente. Je sais que c'est une question... c'est toi qui avais évoqué ça. L'écriture est apparue dans des contextes de recherche de contrôle, notamment la dette, voilà, il y a plusieurs théories, quoi. Et l'écriture, malgré le fait que souvent quand on va parler à même des personnes, il y a eu pas mal de conférences plutôt anti-technologiques, et on entend sur les podcasts parfois, ce serait quoi la technologie qu'on voudrait garder si on se débarrassait, du coup l'imprimerie ou les livres, l'écriture apparaît souvent comme réponse à ça. Mais en fait l'écriture, elle a servi beaucoup plus, je veux dire, elle a été utile beaucoup plus pour l'asservissement et la domination dans l'histoire, quoi, que l'émancipation, quoi. Je veux dire, quand on regarde l'histoire de l'écriture et son utilisation, et moi je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'est un peu un autre sujet. Du coup, développer les outils, donc l'agriculture a beaucoup évolué. Je veux dire, il y a 8000 ans, c'était les premières formes agricoles. L'agriculture et du coup la gestion, on va dire, des domesticats animal non humain et végétal a beaucoup évolué en 8000 ans. L'élevage intensif qui apparaît est un peu le dernier exemple de cette évolution et de cette recherche
de la domestication. Et j'avais quoi d'autre comme exemple? Écriture, élevage. Et aussi l'organisation politique. Comment on s'organise politiquement, comment on gère un pays, comment on gère un État, a bien sûr évolué considérablement, c'est affiné. Et donc on a notamment dans un livre qui s'appelle L'œil de l'État, euh, euh, un exemple qui est le cadastre, qui est venu apporter une lisibilité à l'État sur le territoire qu'il contrôle, quoi, et qui était du coup un outil indispensable pour contrôler des espaces. Dans le contexte colonial, quand on arrivait dans un pays, on imposait le français, dans le cas du colonialisme français, comme langue. Bon, ça a été fait aussi en Bretagne, hein, c'était quelque chose qui a été mentionné dans les conférences précédentes. On venait uniformiser du coup un territoire pour qu'on puisse le contrôler. Et ça passe par du coup cette recherche, cette expérience coloniale, militaire, cette expérience du coup de la domestication. Et un exemple que je trouve qui vaut le coup d'être mentionné, c'est les ingérences des États-Unis dans l'histoire récente, quoi, qui voyaient, par exemple, des pays où le communisme naissait comme très dangereux à leur capacité de contrôle et qui ont fait des ingérences assez ouf, quoi, dans ces États pour empêcher ça. Donc c'est une question qui est encore d'actualité, quoi. C'est pas, je parlais d'il y a 8000 ans, mais c'est 8000 ans pour arriver à quelque chose de plutôt, peut-être pas perfectionné, mais plutôt pas mal aujourd'hui, en tout cas, d'un point de vue des États, quoi. Et du coup, ça passe par quoi? Ça passe par notamment la technologie, quoi. Ça passe par les outils. Je veux dire, l'élevage est pas possible, en tout cas l'élevage intensif est pas possible sans la technique, sans la technologie. Et du coup, la technologie moderne est un peu un pain béni pour les États à l'égard du contrôle, à l'égard du coup de la domestication, que ce soit animale, humaine, végétale. Et donc, par exemple, c'est même pas possible de construire des toilettes sèches sans qu'aujourd'hui l'État sache qu'on a construit des toilettes sèches dans notre jardin, quoi. On arrive à un moment où dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu autant de lisibilité de la part de l'État sur le territoire qu'il contrôle. Il n'y a jamais eu autant de capacité de contrôle, quoi. Et ça passe notamment, du coup, par la technologie. Et du coup, moi, je vais cadrer les technologies modernes comme des outils d'anéantissement du sauvage. C'est des outils qui cherchent à anéantir le sauvage sous toutes ses formes. Le sauvage, du coup, évidemment, là, je n'ai pas beaucoup parlé d'écologie, mais je pense qu'on est tous d'accord ici qu'il y a une destruction, je veux dire, du coup, de la planète et du sauvage, genre de la nature sauvage. Il y a évidemment cette destruction qui est en cours, j'espère l'apprendre à personne, mais il y a aussi une destruction du sauvage. Et c'est là où on commence à voir peut-être l'idée derrière ce projet dont je parle, du coup, de valoriser le sauvage, qui est du coup, je m'en mêle, je suis désolé, mais qui est le fait que on a en tout cas, la technologie et des États qui cherchent à anéantir sur tous les plans, quoi. Voilà. Et du coup, un appauvrissement à l'égard du sauvage. Ça vaut le coup aussi de mentionner à ce moment-là, je pense, ceux qui échappent un peu au contrôle. Évidemment, du coup, j'ai parlé des marginaux, des zadistes, voilà, qui échappent plus ou moins, encore une fois, c'est un spectre. J'ai aussi parlé de la nature qui peut déborder, en fait, où on pense être dans un contexte de contrôle, et là, la nature, elle nous surprend, et en fait, on se rend compte que on vient juste de créer une maladie qui va se propager. Donc c'était la première conférence de ces unités qui parlait de ça, de la grippe porcine. Bon, peu importe. Grippe aviaire, pardon. Ouais, et aussi, ça vaut le coup aussi de mentionner, et c'est là où l'ensemble des imaginaires et la richesse sémantique de Sauvage m'intéresse. Ça vaut le coup aussi de mentionner, par exemple, les personnes qui sont considérées comme folles, qui ont du mal à trouver une place dans notre société parce que elles échappent à ce contrôle, elles échappent ou en tout cas, parfois, c'est plus, elles sont vues comme, je veux dire, c'est pas toujours une réalité, mais en tout cas, elles sont perçues comme inassimilables par la société, au même titre
Donc il y a une porosité en fait entre tous ces sujets, entre des migrants, des musulmans qu'on n'imagine pas pouvoir intégrer à notre société judéo-chrétienne, des personnes qui, par leur spécificité, rentrent pas dans la docilité ou le modèle type quoi de nos sociétés. Ouais, je pense que ça vaut le coup d'y penser quoi et de parler de ces choses-là. Et du coup, tout ça, ça nous amène où 8000 ans de recherche en domestication. Et je pense que je l'ai pas dit, mais l'idée là, c'est de montrer aussi que du coup, cette civilisation, cette domestication, j'essaie de faire ce renversement axiologique et de montrer qu'en fait, c'est pas si souhaitable, c'est pas si beau, c'est pas si bien. Vaut peut-être pas être dans le camp des domestiqués, quoi, ou des civilisés, quoi. Vaut, du coup, être plutôt à valoriser le sauvage. Ce qui est tout le propos, du coup. Et donc, comme vous avez imaginé, je vais pas être très amélioratif ou je vais pas avoir beaucoup de compliments pour, du coup, 8000 ans de recherche en domestication. Et du coup, à quoi ressemble notre société moderne? Alors là, on a eu plein d'éléments, notamment dans la conférence précédente, donc je vais essayer de pas trop revenir sur, de pas trop répéter des choses. Mais du coup, on est dans une société où on parle d'hyper-sédentarité aujourd'hui, où il y a un ensemble de problèmes qui viennent de ça, que ce soit une augmentation de l'obésité, et qui a un ensemble de conséquences. Un isolement social, je veux dire, c'est pas que des problèmes physiques qui apparaissent, c'est pas que des maladies très visibles et concret, c'est concret quand même, mais l'isolement social, mais il y a aussi beaucoup de choses beaucoup plus pernicieuses, beaucoup plus difficiles à identifier. On vit, je veux dire, si on... c'était aussi un livre qui a été montré ce matin, donc qui est Homo Confort de Stéphanie Bonny, je crois, qui lui met en avant, pareil que d'autres, il y a d'autres chercheurs, Alexandre Lacroix, Ryan quelque chose qui a écrit Civilisé en mourir, Christopher Ryan, merci, qui mettent en avant aussi que là aujourd'hui, il y en a plein des chercheurs qui font ça, mais qui mettent en avant le fait aussi que maintenant on vit dans un monde qui est plus adapté à notre biologie, qui est plus adapté à ces 40 000 ans d'évolution biologique, et que il y a un ensemble de problèmes en fait, de maladies civilisationnelles qui naissent de cette réalité-là. Et Alexandre Lacroix, dans un de ses livres, il avait utilisé un exemple qui m'a vraiment particulièrement marqué et attristé, qui était l'idée de la... Et du coup ça a été mentionné ce matin, c'est pour ça que je vais en parler, du coup de la confiscation sensorielle. Javier ce matin du coup parlait plutôt du côté tactile. En fait il y a quelque chose dans le milieu de l'écologie qui est fait, qui est qu'on va mettre un micro dans un écosystème et on va enregistrer tous les sons. Et en fonction des fréquences, on va générer un graphique, quoi, c'est un peu des montagnes, quoi, en fonction de quelle fréquence et quelle intensité est-ce qu'on a entendu. Et ça a été fait depuis 50 ans, un peu partout, même plus parfois, mais vraiment au niveau global, ça fait depuis 50 ans. Et ce qu'on remarque, et on parle de paysage sonore, paysage sonore, et ce qu'on remarque, c'est un effondrement de ces paysages sonores partout sur la planète. Il y a des pans entiers quoi, de ce graphique quoi, qui ont disparu par rapport à la perte notamment des espèces. Il y a aussi des bruits parasitaires qui sont venus, donc qui est plutôt anthropogénique, donc de la part de l'homme, quoi, qui viennent polluer, qui, contrairement à la nature, qui a besoin de un peu s'harmoniser et s'équilibrer sur quelle bande passante, quel son, quelle fréquence est-ce qu'on va utiliser. Le chant des oiseaux, par exemple, les différents oiseaux arrivent à distinguer, du coup, arrivent à tous à communiquer alors qu'ils sont plein d'espèces différentes à chanter, quoi. C'est parce qu'il y a un peu une négociation empirique, darwiniste sur des milliers d'années, en fait, voilà, nous on va plutôt utiliser ces fréquences-là, vous utilisez ça, voilà. Bon, pour simplifier un peu la situation. Évidemment, l'être humain qui arrive avec ces technologies modernes n'a évidemment pas pensé à faire la même chose, et du coup, par la pollution et la cacophonie en fait des machines, des infrastructures humaines, vient fragiliser et abîmer ces paysages sonores de façon assez considérable. Et du coup, on se retrouve dans une situation aujourd'hui où notre évolution biologique, c'est pour revenir à cet exemple, mais c'est juste, je trouvais que c'était un exemple qui m'avait particulièrement marqué. Je pense qu'il y a d'autres exemples qui sont peut-être plus convaincants sur le fait que c'est nul ce qui se passe. Mais moi, ça m'avait particulièrement marqué, c'est qu'aujourd'hui, nos enfants, ou nous-mêmes,
nos capacités biologiques sensorielles, que ce soit auditif, olfactif, tactile, bon voilà, je vais pas rentrer dans tout le truc, ne sont même plus exposés à ce qu'ils sont censés être exposés. Ça veut dire qu'il y a un appauvrissement quoi, de la richesse de notre rapport au monde, de notre rapport esthétique au monde, pour faire le lien avec la conférence de ce matin. Je trouve ça particulièrement triste de se dire ça, quoi. Il y a l'exemple des enfants aussi, où dans les crèches, il y a pas mal d'études qui sortent récemment, pas mal d'articles, où notamment dans les crèches ou dans les écoles, on remarque de plus en plus des troubles de développement divers, des troubles antisociaux, voilà, un ensemble de troubles qui apparaissent. J'aimerais revenir sur le trouble autistique, qui, je suis pas en train de dire qu'il a particulièrement augmenté, c'est très difficile en fait à estimer parce que évidemment aujourd'hui on est beaucoup plus à la guet, c'est un sujet qui est beaucoup plus, je dirais pas à la mode, mais en tout cas on est beaucoup plus sensible à ça et du coup c'est très dur d'estimer est-ce qu'il y a une augmentation réelle des cas ou est-ce que c'est plutôt les diagnostics qui augmentent ou pas. Mais par contre ce qu'on arrive un peu à déterminer c'est que dans les cas où il y a une hypersensibilité, quoi, qui est quelque chose assez commun du coup sur ce trouble-là, c'est devenu beaucoup plus important ou beaucoup plus nécessaire pour ces personnes d'être diagnostiquées parce que le monde dans lequel on vit, où il y a des surstimulations, où il y a beaucoup plus de stimulation, est devenu beaucoup moins habitable, beaucoup moins confortable pour ces personnes-là. Et du coup, de fait, ça les pousse plus à aller être diagnostiquées, quoi. Donc voilà, donc c'est pas pour dire que c'est le seul mécanisme qui joue, mais c'est un des mécanismes qui joue. Et je trouvais ça important à mentionner. Il y a aussi une autre stat qui concerne les enfants qui a été sortie dans une étude, je crois, la semaine dernière, c'est assez récent, mais il y a un tiers des ados aux États-Unis qui ont des relations avec l'IA qui elles considèrent comme satisfaisantes. Et donc c'est principalement des relations plutôt d'amitié, amicales, quoi, de cet ordre-là, mais il y a aussi des amitiés, des relations plutôt romantiques, de l'ordre du romantique et intime. Donc un tiers, quoi, et ça n'existe pas depuis longtemps, hein, je veux dire, en tout cas, dans cette histoire de la domestication et de la civilisation, quoi. On vit dans un monde où la souffrance animale, notamment, et je vais pas m'attarder dessus, mais les discussions qui ont eu lieu méritent au moins que ce soit évoqué, où la souffrance animale est juste ignoble, avec je veux dire, on a des élevages, on a des bâtiments maintenant, je veux dire, sur plusieurs étages, on va parquer des animaux. Frédéric Keck, du coup, qui était à la première conférence, a dit quelque chose qui moi m'avait particulièrement marqué, qui est qu'aujourd'hui, les élevages intensifs ont un point commun avec les laboratoires, c'est qu'ils manipulent du matériel biologique qui est dangereux. Ça quand même assez marquant, quoi. Je veux dire, l'agriculture est arrivée à cette étape-là, de par le fait que c'est des contextes qui favorisent notamment l'apparition de maladies, de zoonoses et de transmission de maladies. Comme j'ai dit, on vit dans un monde qui a, entre autres comme objectif, peut-être pas comme objectif, mais presque la destruction de la nature, quoi. Et je veux dire, et qui est, quand on parle d'axiologie, qui est profondément ancré axiologiquement, quoi, à la destruction de la nature. Je veux dire, peu importe le bord politique. Marx, il voulait anéantir ce que lui il appelait le domaine de la nécessité, pour arriver à ce que lui il appelait atteindre la liberté, où il voulait dépasser les contraintes de la nature, du sauvage. Bon, pas que, hein, c'est pas que son projet. Il y a eu plein d'autres exemples là pendant les conférences, notamment parce que le thème c'était la génétique de la domestication. Donc, mais en tout cas, voilà ce que ça veut dire de vivre dans un monde domestiqué, quoi. Et du coup, vu l'opposition que je vous propose, pas sauvage. Et donc il semble assez nécessaire de réfléchir ce rapport à ce monde, et d'où la proposition, quoi, de valoriser ce sauvage. Et du coup, je vais essayer de vous parler très rapidement. Alors, je vous préviens, je vais vous laisser sur votre fin, je pense. Ou peut-être pas, peut-être que vous avez déjà décroché, mais c'est que je vais pas avoir le temps de parler beaucoup, mais c'était plutôt
en tout cas au moins amener la question du coup qu'est-ce que serait un monde sauvage, qu'est-ce que ça veut dire quoi un monde, une société sauvage. Déjà pour moi on commence par lutter contre la domestication sous toutes ses formes. Ça c'est réfléchir à l'éducation des enfants par exemple, c'est réfléchir à un ensemble de points qui constituent nos réflexes civilisationnels. J'ai un exemple qui, je pense, qui illustre aussi la pertinence d'intégrer cette notion de sauvage dans notre axiologie. C'est que dans le milieu écolo, une valeur c'est la biodiversité. On a cette idée on veut une biodiversité. Ça c'est une valeur, ce serait une valeur axiologique du milieu écolo. Et un des endroits où il y a la plus grande biodiversité en France, c'est le Jardin des Plantes de Paris. Et est-ce que du coup on veut que tous les espaces ressemblent au Jardin des Plantes de Paris? Oui. Et du coup, si on ajoute cette notion de sauvage ou de non-domestication, et je la propose pas comme unique valeur, mais en tout cas de l'ajouter, eh ben, le Jardin des Plantes de Paris devient beaucoup moins désirable, beaucoup moins souhaitable, ce qui est du coup la question de l'axiologie. Du coup, on voudrait une biodiversité, mais qui est sauvage et qui du coup échappe au contrôle des sociétés, qui échappe à l'humain. Ça me semble beaucoup plus pertinent. C'était juste un exemple pour illustrer pourquoi je trouve cette idée, cette proposition pertinente, pour plein d'autres raisons, évidemment. Et j'aimerais aussi recadrer un petit peu cette proposition dans le sens que, et c'est pour ça que j'ai utilisé le terme axiologique, c'est que là on parle du monde du souhaitable, du désirable et du coup des idéaux. Je suis pas en train de dire qu'aujourd'hui on va pouvoir claquer des doigts et retourner à un mode de vie qui est totalement sauvage. Je pense que le parallèle que je fais souvent, c'est des parents qui ont des enfants par exemple et qui ont comme idéal, il y a peut-être des personnes que j'ai déjà fait ce parallèle-là, je m'en excuse de me répéter de fait, mais des parents qui ont un enfant et leur idéal c'est de jamais s'énerver, jamais de toujours expliquer dans le calme à son enfant, dès que son enfant pose une question de prendre le temps de l'expliquer et tout, et je pense que on n'arrive pas à appliquer cet idéal tout le temps, ou en tout cas les personnes qui ont réussi, bien joué. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des personnes qui ont cet idéal et qui ont quand même échoué parce que fatiguées et dans un moment, je dis pas régulièrement, je dis pas quotidiennement, mais à un moment, a dépassé cet idéal, ou en tout cas a eu un comportement qui correspond pas. Et pour autant, on va pas jeter cet idéal à la poubelle. C'est pas parce que c'est arrivé une fois ou qu'on sait que c'est possible que ça arrive ou qu'on va pas pouvoir éviter que il faut dire bah non, bon, cet idéal c'est de la merde. On va pas l'utiliser, quoi. Donc, ma proposition est du même ordre. C'est de dire, ok, c'est un idéal, on va essayer de tendre vers, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans nos décisions, dans nos analyses, pour avancer sur ces questions-là. Mais c'est pas non plus, en tout cas, il n'y a pas de prétention à que ce soit un absolu qui peut être appliqué en tout temps, en tout contexte, et surtout de façon généralisée, quoi. Même si je le souhaiterais de fait. Et du coup, pour moi, un monde sauvage, ce serait aussi un monde où du coup on trouve des stratégies de subsistance, donc des stratégies pour se nourrir, pour se chauffer, pour se déplacer, qui seraient sauvages. Des stratégies de faire ses meubles, faire de la poterie, faire voilà, l'ensemble de ces éléments qui sont nécessaires, d'essayer de trouver des stratégies sauvages pour y répondre. Et là aussi, encore une fois, avec cette idée que c'est un idéal, qu'on ne peut pas obligatoirement le faire, de se dire, ok, est-ce qu'on... Je sais pas, par exemple, au Malostan, on a arrêté de faire pousser des salades, parce que des plantes sauvages qui peuvent remplacer la salade, il y en a partout. Du coup, on ne voyait pas l'intérêt de passer du temps à faire pousser des salades pour je veux dire, l'effort, la pénibilité, tout ça, pour en manger. Et du coup, on a arrêté c'est un exemple, quoi. On a arrêté de domestiquer, du coup, de passer par
La domestication des salades, je dis pas que c'est un problème majeur, hein, c'est pas ça le problème principal auquel il faut s'attaquer, la domestication des salades, mais c'est juste un exemple très concret ici, quoi, de ce qu'on a fait, qu'on a réussi à s'abstraire de la domestication des salades. L'idée pour moi, c'est de se dire, ok, est-ce qu'on a ce besoin? Comment, dans le contexte actuel, comment est-ce qu'on peut y répondre? Est-ce qu'on peut y répondre de manière sauvage? Si c'est pas le cas, est-ce qu'on peut y répondre en domestiquant des végétaux, quoi, en se tenant à une domestication la plus faible possible des végétaux? Si ça c'est pas possible, est-ce que on est obligé de passer par la domestication animale, quoi? Mais de hiérarchiser ça un petit peu pour que on domestique le moins possible, quoi. Qu'on maintienne sous contrôle de nos sociétés le moins possible. Et du coup, l'idée plus globale, vraiment très abstraite, ça va pas vous apporter grand-chose, mais c'est de recréer un rapport sain aussi avec la nature sauvage. Voilà. Et donc, pour conclure, et aussi c'est la valeur de ce que j'essaye de proposer là, en tout cas de mon point de vue, c'est que la question de la domestication, en fait, elle est au cœur de nombreuses de nos luttes. On va dire l'anarchisme, c'est ce qu'il y a en commun dans tous les différents courants et tout, c'est contre l'État, qui est du coup un organe de domestication, presque l'organe premier de domestication. L'animalisme, évidemment. La domestication est au cœur de la lutte. Le féminisme, je veux dire, il y a beaucoup de travaux, notamment dans les courants écoféministes sur ça. Comme on a vu, les questions coloniales, et du coup racistes, antiracistes, lutte antiraciste. L'antifascisme, le véganisme, en fait l'ensemble, et les luttes autour des questions de la psychiatrie aussi. Donc, ce que je trouve intéressant avec cette idée, c'est que, en tout cas ce que j'espère, c'est qu'on réussisse, peut-être pas nous là, mais à créer une narrative qui regroupe des luttes, qui crée une cohérence entre ces différentes questions, avec cette idée, alors peut-être pas qu'avec uniquement cette idée, mais en tout cas en prenant du coup cette opposition à la domestication. Si on est tous opposés à la domestication de façon radicale, eh ben on est opposé au racisme, opposé au colonialisme, opposé... Bon, je vais pas refaire toute la liste. Et du coup, c'était dans mon bouquin ça, mais je m'en rappelle. Et du coup, je vais conclure sur le fait en fait, cette conférence, c'est plutôt une invitation d'ancrer le sauvage dans nos luttes. Et au-delà de ça, c'est une invitation à avoir des luttes sauvages qui s'échappent au contrôle du coup de nos ennemis. Voilà, merci. J'ai une petite question. Tu n'as pas parlé de l'étymologie du mot sauvage, hein? C'est quoi Je sais pas, mais je pense qu'il a recherché. Oui, je crois que ça vient des arbres et de la forêt, d'être dans la forêt. Sylvestre. C'est ça, ouais. Ça vient de la notion de forêt, ouais, effectivement. Ouais, il y a plein de choses que j'ai pas abordées, donc n'hésitez pas à poser des questions parce que j'avais que 1 heure et. Alors je vais essayer de formuler une question. Je sens que ça va être vague, mais en t'écoutant, je me suis dit, j'aimerais bien t'entendre sur la question du collectif, entre anarchie, individualisme qu'on connaît, groupe, c'est-à-dire, je pensais aux abeilles quand tu parlais, les abeilles sauvages, qu'on appelle aussi solitaires d'ailleurs, et les abeilles qu'on esclavagie, qu'on rend esclaves. Comment tu verrais dans la société, alors le Manouestan est un exemple, je pense que voilà. Mais tu parlais de la poterie par exemple, je me disais tiens, est-ce que tout le monde devrait savoir faire de la poterie, quoi? Ou est-ce que la question de la solidarité dans le groupe, ça fait partie d'une vision, de la vision que tu as en tête, tu vois, parce que je t'avais dit que ça allait être vague. Ah non. Il y a plein de...
il y a des travaux qui vont dans ce sens-là, qui questionnent ça. Je pense notamment à un livre qui est de Pablo Sévin, je crois, qui est l'autre loi de la nature, l'entraide ou l'entraide de l'autre, l'autre loi de la nature. Et donc, effectivement, il y a cette question En fait, il y a une question de qu'est-ce que ça veut dire une société organisée, quoi. Je veux dire, est-ce qu'un groupe de 10 personnes, c'est déjà une société organisée et si ça ne l'est pas, ça veut dire qu'un groupe de 10 personnes qui apprivoiserait un renard, par exemple, ce serait pas de la domestication par définition. Je veux dire, de la définition qui a été donnée. Je dis pas que je suis d'accord, je dis juste que je pense que c'est au cœur de la question. Je pense que c'est probablement la plus grande faiblesse des recherches pour le moment de cette réflexion-là. En tout cas, c'est le point le plus difficile à étayer. Moi, dans mes réflexions, je suis à me dire que s'organiser collectivement, c'est peut-être une nécessité, probablement une nécessité. Je vois pas comment individuellement on peut. Je trouve que historiquement et même vu les conditions matérielles qui sont celles actuellement où on est présent. Nos conditions matérielles actuelles. Je pense que ce qu'il faut essayer de faire, c'est de s'organiser collectivement et là, pour reprendre plutôt le cadrage que Anat Singh propose, qui est du coup la capacité de débordement, et qui est que organisons-nous collectivement, mais en essayant de maximiser la capacité à un individu de déborder de l'organisation collective. C'est dans le contrôle. Donc c'est un peu abstrait, mais de dire que, ok, il y a des intérêts, il y a des raisons de vivre en communauté, mais essayons de garantir un peu une non-dépendance au collectif dans l'absolu, ou de maximiser la non-dépendance ou de minimiser la dépendance de l'individu au collectif. Voilà, ça ce serait pour moi ce serait ma vision, quoi, là où mes réflexions m'ont mené là-dessus. Je sais pas si ça répond à ta question. Vaguement. Tu veux dire en transmettant des savoirs, etc. par exemple? Oui, par exemple, en évitant la spécialisation. Je crois que Descola notamment, il a pas mal étudié ça. Je sais plus le nom de la population qu'il a étudié. Donc je n'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais il y avait un constat du fait que quand ils construisaient des maisons, il n'y avait pas de personnes qui donnaient d'ordre ou qui dispatchaient les rôles. Juste les gens, ils se mettaient à le faire. Et c'était pas toujours les mêmes gens d'une maison à une autre qui faisaient le même rôle, quoi. Ça veut dire que tous savaient tout faire. Ouais, ou en tout cas, oui, où ce qui était fait était à la portée de tous. C'est aussi, on peut voir ça aussi dans l'autre sens, quoi. Et du coup, c'est de s'organiser pour que nos sociétés soient à la portée de tous. Et du coup, là aussi, il y a une question d'inclusivité qui est très importante, en fait, très, très au cœur aussi de ce projet. Alors, du coup, ça pose le souci, je pense, du nombre, parce que à partir d'un certain moment, ça c'est pas juste, on peut pas s'organiser si on est très nombreux dans un genre de collectif. Non, je réfléchis en même temps que je parle, mais je vois pas comment sur une population importante on arriverait à fonctionner de la sorte. Parce que le relationnel, les liens ne se créent plus lorsqu'on est 10 000, 15 000, 20 000, tel que c'est aujourd'hui. On reste des individus sans vraiment d'identité. Je veux dire, on se connaît pas, quoi. Donc parce qu'on peut arriver à changer de rôle, à switcher les compétences s'il n'y a pas une connaissance intime. Du coup, ce serait de développer cette connaissance intime. Ce serait de recréer des contextes communautaires. Mais on a la contrainte de limiter la population. Cette contrainte-là, elle est indispensable pour pouvoir vivre de cette manière-là. Ce que je veux dire, c'est qu'on a la contrainte de ne pas trop développer les groupes. Mais ce serait une contrainte plutôt étatique et civilisationnelle. On ne peut pas grandir ad vitam aeternam. On est obligé de le limiter en permanence. Tout à fait. Ouais. Et je pense qu'effectivement, il faut réfléchir aux stratégies qui permettent de limiter ça. Il y a pas mal de travaux justement sur du coup les populations nomades et de comment du coup pré-néolithique et la question de la naissance et du coup de fait
l'enjeu pour les femmes qui donnaient qui accouchaient ou qui donnaient naissance. En fait, dans un contexte nomade, ce qui n'est pas pour autant une invitation à tous de devenir nomades, mais dans un contexte nomade, on peut pas avoir 4 enfants en même temps, ou pas 4 bébés de jeune âge, quoi, parce qu'on peut pas on peut pas porter, je veux dire, c'est vraiment une contrainte, quoi. Et du coup, les estimations, c'était plutôt que on avait environ 3 enfants par 3 enfants par femme maximum, quoi. Ce qui change drastiquement par la suite. Ce qui, après la révolution néolithique, on passe à 10, 15, à des différents moments de l'histoire, quoi. Du coup, il y avait différentes stratégies au sein de ces populations-là pour limiter les naissances et pour limiter l'expansion démographique. Alors, c'était pas toujours avec succès, c'est pour ça que parfois il y avait un tarissement de ressources et du coup un changement de stratégie nécessaire. Voilà, c'était un équilibre peut-être un peu précaire, mais on peut réfléchir à des stratégies pour limiter je parle pas de limiter obligatoirement la croissance démographique, mais limiter de faire advenir un contexte qui serait insoutenable, en tout cas ou qui nous ferait reculer axiologiquement, quoi. Et je pense qu'il y en a pas mal, ça a été pas mal étudié, il y a pas mal de pistes, quoi, qui étaient possibles, quoi. Et du coup, c'était possible il y a 10 000 ans, quoi, de limiter sur une vie, quoi, les naissances à peu près 3 enfants, quoi. Donc c'était un enfant tous les 7-8 ans. Un enfant tous les 7-8 ans, sachant que du coup, l'âge moyen du premier enfant, c'était plutôt 19, 20, 21 ans. Et du coup, 7 ans, plus 7 ans, on arrive assez rapidement à la ménopause, quoi. Qui était aussi plus tôt, je crois. Donc en fait, le problème, c'est que on a 8000 ans de recherche en domestication, mais il y a aussi 8000 ans de recherche de compenser toutes les conséquences négatives que ce changement stratégique a impliqué. Alors, ça fait 8000 ans, je veux dire, l'espérance de vie prénéolithique, alors pas pour tout le monde, mais on a des preuves archéologiques et anthropologiques d'espérance de vie de 70-80 ans. Et ça a chuté dramatiquement 6000 ans avant. D'ailleurs, on a failli, la population a baissé drastiquement à un moment avant de recroître après la révolution prénéolithique. Avec la promiscuité. Ouais. Et du coup, ça fait aussi 8000 ans qu'on essaye de pallier à ces problèmes-là. Et c'est que récemment qu'on arrive à y pallier de façon quantitative, ce qui ne veut pas dire qualitative, de façon quantitative. Et là, on voit aussi que l'espérance de vie, par exemple, en France, baisse, quoi. Je veux dire, donc, on n'est pas bon, quoi. Genre, c'est... Bon, donc, dans notre monde qui est extrêmement... Est-ce que vous pouvez juste expliquer, parce qu'il y a plein de nouvelles personnes, ouais. Le système de 1, 2, 3 et tout. Ah oui, oui, pour la prise de parole, c'est de lever la main et de mettre les... En gros, là, il y en a 1, 2, 3, 4. Et tu peux mettre 4 sur tes mains. Donc moi j'aurais parlé, celui qui est en 2 passera en 1, celui qui était en 3 passera en 2, et ainsi de suite. Moi de ce que je comprends du coup c'est plutôt tel que tu le vois mettre en avant cette idée d'entraide comme loi de la jungle, d'entraide de proximité, plutôt que une organisation collective de grande envergure, comme tu parlais justement. Et donc de sortir de cette envie absolue de créer des gros groupes d'humains, mais de plutôt revenir à tout le monde est plus ou moins en train de s'entraider avec les gens proches de lui, qui ferait une espèce de grand maillage plutôt qu'un gros truc abstrait, quoi. Et voilà. J'ai perdu ce que je voulais dire après. Mais... En tout cas, c'est une piste. En tout cas, on va pas, pour moi, on peut pas rester à des échelles effectivement d'organisations qui sont les nôtres. Il y a des pistes sur la fédération, quoi, d'avoir plein de petites communautés qui s'entraident après avec différents types de gouvernance, comme ça a pu être expérimenté au Rojava. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille. C'est quelque chose sur lequel il faut travailler, mais en même temps accepter peut-être les personnes aussi qui souhaitent être
nomade, aller de groupe en groupe. Je veux dire, voilà, c'est d'accepter des stratégies diverses, mais de rejeter les stratégies qui nous rapprochent de la domestication. Sur le fait que valoriser l'entraide, mais dans le cadre où, enfin, il faut se projeter aussi que dans ce cadre-là, du coup, ça devient une nécessité. Et c'est le propos du bouquin L'entraide, l'autre loi de la jungle, dans le sens où remettre aussi en perspective que ça apparaît aujourd'hui parce qu'on est dans un cadre extrêmement libéral, justement d'une société qui nous a amené à cette façon de penser extrêmement individualiste et qui du coup fait que il peut y avoir plein d'écolieux par exemple ou de lieux alternatifs qui essayent de se construire là-dessus et qui peuvent échouer quand même parce que justement il y a quand même un comportement très individualiste qui est intégré à plein de choses. Mais ça ne veut pas pour autant dire que, enfin, il faut avoir cette difficulté-là en tête de déconstruire ce truc-là parce qu'aujourd'hui on n'a pas cette dépendance de possibilité directe. On a l'impression de ne pas l'avoir. Voilà. Ouais, ça va peut-être prolonger aussi, je vais appuyer sur une difficulté qui m'apparaît. Enfin, merci pour ton exposé, parce que pour l'essentiel, enfin, moi, je trouvais ça assez convaincant. Mais quand tu as fait le parallèle, une comparaison avec l'éducation, la relation éducative, il y a une difficulté qui m'est apparue, c'est que à un certain niveau, on pourrait considérer les mots domestication, dressage, éducation comme des termes proches, quasi synonymes. Et en ce sens, moi qui suis éducateur, à certains moments, la nécessité de domestication de certaines formes de spontanéité m'apparaît une nécessité. Par exemple, dans un groupe d'élèves, de devoir domestiquer la spontanéité de ceux qui, souvent les garçons, qui ont la prise de parole la plus spontanée, voudraient monopoliser l'espace au détriment des autres. Et là, l'enseignement de règles de prise de parole, comme on le fait entre nous, apparaît nécessaire. Est-ce que d'un certain point de vue, on ne pourrait pas même considérer que le parent qui s'interdit toute forme d'expression de son émotion face à son enfant qui fait une crise, par exemple, en voulant rester calme, plutôt lui expliquer sans oser exprimer la colère, par exemple, ou est-ce que c'est pas un parent qui est lui-même trop domestiqué et qui donc a aussi le devoir, lui, de domestiquer en un sens son enfant pour que la relation arrive à un certain état d'équilibre et d'écoute mutuelle. Donc tu vois, ce serait ça le problème que j'aurais à adresser, c'est est-ce que dans la vie en société, le thème dont on parle là, il n'y a pas un minimum, alors c'est peut-être pas de domestication que le bon mot, tu vois, mais un minimum de répression, ça va être dur les mots que j'emploie peut-être, mais je fais l'avocat du diable, mais de répression de la spontanéité, donc peut-être de répression du sauvage, pour que la vie en société puisse être possible, sans bien sûr que cette volonté de vouloir toujours réprimer s'étende au-delà de la sphère de la collectivité humaine, et qu'elle soit régulée à un minimum peut-être, mais il me paraît compliqué de s'en défaire totalement. En tout cas, moi, de mon point de vue, c'est que l'éducation, sous sa forme actuelle, est une forme de domestication. Je pense que c'est l'organe de domestication des enfants, je veux dire, qui permettent à des enfants d'intégrer une société, d'être productifs et d'être dociles, et du coup de devenir dépendants des autres formes de domestication. Je pense que la trajectoire aujourd'hui de notre société, c'est que on nous rend on anéantit le sauvage. Donc on nous rend de plus en plus dépendants de la domestication. Sous toutes ses formes. Et notamment le fait que potentiellement dans notre société, aujourd'hui, on se retrouve contraint à nous-mêmes domestiquer pour pouvoir fonctionner, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de travaux dans, par exemple, les écoles démocratiques ou les écoles freinées qui repensent le rapport à l'éducation et qui montrent que, en fait, de façon assez, j'ai peur de dire innée, mais je veux dire... il semblerait que de façon assez spontanée, justement, des jeunes enfants puissent justement se mettre d'accord sur des fonctionnements
et qui fait que, notamment, par exemple, les garçons ne prendraient pas plus de place, quoi, et que les garçons prendront plus de place, je pense pas que c'est inné, je pense que c'est dû à la socialisation. Donc, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de travaux qui vont dans ce sens-là, et vraiment l'invitation, c'est plutôt de réfléchir justement à comment est-ce qu'on peut s'affranchir de cette dépendance à la domestication au sens large. Voilà, donc, c'est ma question. Ah non, c'est moi. Moi, je pense que c'est quand même, pour rebondir à ce que disait monsieur, il faut vraiment distinguer esclavagisme et domestication, en fait. Parce que l'esclavagisme, c'était ça, hein, les premiers hommes, là, au néolithique, quand on allait faire des rapts de gens, etc., c'est vraiment de l'esclavagisme. Ce qui se fait maintenant aussi avec l'intelligence artificielle, c'est une forme d'esclavagisme. Donc, je pense qu'il faut... la domestication, c'est un mot, pour moi, un peu trop vague, parce qu'à la fois, c'est la transmission, l'apprentissage, tu vois, il y a des apprentissages positifs. Donc, il faut distinguer. Et après, je voulais rebondir sur la taille des communautés. Et là, vous parlez des humains comme si c'est les humains qui décidaient tout. Il faut penser que dans une axiologie du sauvage, on est en interaction avec la nature. Donc il faut vraiment penser, voilà, quelle est la nature dans laquelle on va s'intégrer et comment est-ce qu'on va la comprendre, etc. Non, alors, tout à fait. Dans cette vision un peu d'un monde sauvage, ce serait comprendre le sauvage, du coup, de réacquérir, parce que aussi ça a été perdu, ces compétences-là, de réacquérir des compétences, de comprendre la nature sauvage qui nous entoure, pour pouvoir s'y inscrire en minimisant la domestication. Et je voulais pas dire que toute forme de transmission était de la domestication, ou toute forme d'apprentissage était de la domestication, mais il y a des formes qui nous rendent dépendants de... et c'est ça, pour moi c'est ça la domestication. Il y a plein de transmissions qui peuvent justement émanciper d'une dépendance. Donc une phase d'observation, en fait, d'observation de la nature ou de réflexion sur les différentes formes d'éducation. Assurément. Les écoles Freinet, Montessori, etc., c'est des formes différentes. Ouais. Assurément, ouais. Moi, c'était dans le prolongement de la réflexion, de toujours faire l'avocat du diable, ou en tout cas d'essayer de... Enfin, moi, je réfléchis aussi pas mal à ces questions-là, en me disant, dans un cadre du coup non industriel, sans technologie, effectivement, on retournerait à des petites sociétés qui seraient autonomes les unes des autres et qui du coup seraient sauvages dans un sens, avec beaucoup moins de... Il y aurait beaucoup moins de colonialisme et beaucoup moins d'emprise sur les autres qu'aujourd'hui, et de dépendance. Mais ça amène un contre-coup qui est que on ne pourra pas imposer de normes morales aux autres communautés. Et l'idée, c'est qu'il faut accepter que dans ce monde-là, il y a des types de sociétés qui nous soient, sur certains plans, qui nous sembleraient injustes, qui nous sembleraient répugnants moralement, qui nous sembleraient impures, quoi, avec certaines valeurs. Et il faut accepter que ces sociétés-là, on ne va pas les domestiquer justement, en allant leur enseigner des codes moraux, etc. Et voilà, je suis d'accord avec le fait que je pense que la petite échelle peut permettre en fait de retisser des liens dès le plus jeune âge, en fait, plus horizontaux. Je dis pas que toutes les sociétés du coup sauvages justement seraient genre abominables moralement. Je pense qu'en fait il y aurait plutôt une décence commune assez forte. Mais cette axiologie du sauvage, ça implique dans nos réflexions au quotidien d'abandonner notre volonté de contrôle aussi morale sur les autres. Et donc c'est aussi une forme de lâcher prise. Et d'acceptation que de toute façon, avec cette axiologie-là, chacun est autonome aussi. Et voilà. Et c'est pas toujours... je pense à gauche, il y a beaucoup de... Il y a aussi, c'est toujours une volonté d'assurer une émancipation mondiale, de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'injustice nulle part, et que tout le monde soit égaux tout le temps. Et voilà. L'axiologie sauvage implique aussi parfois de laisser faire les autres et de ne pas les domestiquer. Bah, carrément, en tout cas, pour moi c'est une piste à explorer, je veux dire, je dis pas ça pour le mettre de côté. Je pense que justement, effectivement, il faut que collectivement, on réfléchisse justement à ça. Et peut-être que
c'est plus souhaitable. En tout cas, quand on regarde les atrocités de notre civilisation, c'est difficile de juger des petites communautés qui ça. Donc peut-être qu'effectivement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Peut-être pas, et du coup, il faut garder une forme de domestication. Alors, encore une fois, c'est étant ce spectre de peut-être qu'il faut pas s'affranchir totalement de tout, peut-être que si, mais en tout cas, je me sens pas de décider ça pour tout le monde. Il faut effectivement, il faut qu'on réfléchisse à ces questions-là, et carrément là-dessus. Juste, quand tu parlais de queer, de folle et de fou, ouais. Ça me parle proche. Je crois que dans l'histoire, il y avait les léproseries vers le 17e qui avaient été débarrassées pour les stocker, les fous. Et puis à l'heure actuelle, je ne vous dis pas, vous pouvez imaginer à quoi ça ressemble. Et quand j'étais prof aussi, un des rôles de l'école, quel qu'il soit, ça reste de normaliser, parmi d'autres rôles, de normaliser les élèves, les enfants, et puis de vivre ensemble. Je disais à Lucas, à la fin du 19e, si mes lectures sont bonnes, être un bon élève, c'était devenir un vrai petit soldat pour lutter, pour se préparer à la revanche d'avoir perdu l'Alsace-Lorraine, par exemple. Par contre, j'ai deux choses à dire qui vont déborder de ça. Dans la première, pas trop. Quand tu disais le reversement de stigmates, il y a un chouette film que j'ai vu qui s'appelle Pride, qui est sorti en 2014 et qui parle exactement de ça, comment la communauté LGBT de Londres, dans les années 80, alors que les mineurs, dans le Pays de Galles notamment, étaient en grève, comment il y a eu des caisses de soutien qui sont organisées par les LGBT pour aller jusqu'au Pays de Galles. Et le mélange culturel, c'est une histoire vraie. Le mélange culturel est plutôt pas mal à voir. Et autre chose, là, qui n'a rien à voir du tout, je ne sais pas si vous savez, j'ai appris l'existence il y a 2 jours d'un projet complètement écocide à Isigny-le-Buat. Donc je ne sais même pas où ça se situe. Dans le Sud-Manche. Dans le Perche. C'est quoi? Dans la Manche, Sud-Manche. Et vous voyez à quoi ça ressemble, le projet. Les cératomates, ouais. Donc voilà ce que je peux pas en dire grand chose, moi. Mais si vous savez ou vous savez pas encore ce que c'est, renseignez-vous et faites partager le mot, faites passer le mot, parce qu'apparemment ça urge, me disait la personne qui m'en a parlé. Voilà, c'est tout. Merci Courtney pour cette conférence passionnante. Là, sur pas mal des questions, des réflexions qu'on a, je pense qu'il y a un truc essentiel, c'est d'aller justement comprendre ce qui se passe dans le sauvage actuellement, et on peut voir déjà des petits éléments de réponse sur, par exemple, la taille des communautés. On voit des communautés animales qui se forment, du coup, mais d'une certaine taille, et qui vont pas au-delà, parce qu'il y a des difficultés d'assimiler, de connaître les individus et de développer des liens sociaux pour après développer un sentiment de communauté. On voit aussi sur les comportements, il y a des codes sociaux qui se créent au sein de ces communautés qui restreignent certains comportements asociaux et du coup rendent un peu superflu certaines mesures éducatives qui viendraient cadrer des comportements. Seulement par le fait qu'on vit dans des petites communautés où on sait que certaines choses sont acceptables ou ne sont pas acceptables. Donc ça, je pense que c'est assez intéressant d'aller regarder ce qui se passe dans le sauvage. Et après, sur les communautés humaines, du coup, qui seraient un peu sur ce modèle-là, moi, je suis pas trop sûr que ces communautés, elles seraient autonomes les unes des autres, mais j'ai plutôt dans l'imaginaire qu'elles seraient en fait interdépendantes par le fait qu'elles habitent un même milieu et que du coup, elles sont dépendantes aussi de ce milieu-là. Et que ces communautés qui habiteraient le long d'une rivière, en fait, elles seraient obligées d'être dépendantes des communautés qui sont en amont ou en aval de cette rivière, et que du coup, il y aurait des échanges dans les manières de se comporter et de définir des règles sociales au sein de ces communautés, mais du coup de manière plutôt démocratique et non pas autoritaire comme on peut le voir aujourd'hui. Oui, en fait, dans ce projet-là, il y a aussi une idée de, je pense, le côté pas naturel, c'est compliqué comme terme, genre, mais le côté
pas souhaitable aussi matériellement, quoi. Je veux dire, l'agriculture, en fait, elle est pas souhaitable. Quand on regarde l'histoire, les gens, ils voulaient fuir, c'est ce que je disais, ils voulaient fuir l'agriculture, le maraîchage, ce qui est rigolo, parce que c'est un peu la revendication aujourd'hui de remettre les mains dans le sol, voilà. Donc, d'admettre que dans l'absolu, c'est pas souhaitable, je parle bien là dans l'absolu, que c'est pas souhaitable, ces petites communautés, je pense, naturellement, s'il y a des moyens de répondre à de la subsistance sans pénibilité, en réduisant la pénibilité, peut-être pas sans, on n'est pas, voilà, mais en réduisant la pénibilité, en fait, ce seraient des choses qu'ils adopteraient de façon logique, quoi, ou empiriquement, quoi, parce que les personnes qui ont envie de faire un travail plus pénible, s'il peut s'en abstraire, quoi, je veux dire, voilà. Par contre, ce sera peut-être pas le cas de tout le monde. Peut-être que certains groupes sur un territoire donné vont pouvoir, vont devoir, en fait, bêcher ou mettre les mains dans la terre, quoi. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Il y a une certaine régulation qui se fera empiriquement et qui sera un peu catastrophique peut-être au début. Mais je pense, en tout cas, de mon point de vue actuel, vaut plus le coup que les catastrophes qu'on prépare de façon très civilisée aujourd'hui, quoi. Moi, je voulais... déjà, merci beaucoup aussi. J'ai beaucoup aimé de percevoir... Enfin, il y a pas mal de choses auxquelles j'avais déjà pensé, mais de le présenter sous cette narrative-là, je trouve que c'est un angle très intéressant. Et je voulais juste rebondir sur ce que tu avais dit, Maëlle. J'ai l'impression que le fait d'avoir des règles n'est pas forcément associé à la domestication, quoi. Et qu'en fait, on peut créer un cadre, on peut créer des règles sans rentrer dans ce qu'aujourd'hui on constate de la domestication. Voilà, c'était une mini-remarque, mais pour moi, c'est pas incompatible. Je vais reprendre sur le... J'ai entendu plein de choses intéressantes. Pour moi, le sauvage, il s'est arrêté en Europe au moment où se sont arrêtées les grandes migrations animales, en fait. Les dernières qui restent, c'est celles des oiseaux, où on a encore un tout petit peu de migration. Mais ont disparu, au moment du néolithique d'ailleurs, les grandes migrations de bisons, de cerfs, de rennes, de tous ces flux animaux qui traversaient l'Europe et qui transformaient les paysages, en fait. Et depuis l'arrêt de ces migrations qui sont dues en partie à l'homme, en grande partie à l'homme, l'homme a domestiqué le paysage et depuis on n'a plus de paysage sauvage, en fait. Le sauvage, c'est un fantasme de quelque chose qu'on ne connaît pas, en fait. À mon avis, hein, pour avoir vu des forêts primaires et avoir vu des zones du monde où il y a très peu d'humains et où ces migrations existent, que ce soit les baleines ou que ce soit les phoques, ou que ce soit les manchots ou le reste. Donc la question derrière, vu qu'on ne connaît pas le sauvage, c'est comment on lui refait de la place. Il y avait le projet par exemple de Francis Allais de recréer une forêt primaire, ce qui veut dire on prend des centaines d'hectares, on n'y met plus d'humains dedans pendant plus de 500 ans et on a une forêt primaire. Donc l'acceptation de l'humain d'abandonner le contrôle en fait sur quelque chose qu'on ne connaît pas, en sachant pas comment on peut reconstruire des espaces sauvages qu'on idéalise mais sur lesquels on n'a aucune notion de l'interaction qu'on peut avoir avec, savoir si on pourra vivre dedans ou vivre avec ou l'avoir en ressources ou pas, on n'en sait rien en fait sur le truc. Donc l'idée derrière c'était dans nos vies et dans notre façon d'essayer de nous libérer, de savoir comment on est sur des processus de moins de domestication et de libération de la domestication, avec dans ma vision des choses le fait que le sauvage, purement sauvage, restera un fantasme. En fait. Voilà. En tout cas, carrément. Je suis d'accord en partie. C'est pour ça que, notamment, Virginie Marie, ça cadre plutôt le sauvage comme étant l'altérité, quoi. Je veux dire, non seulement ce qui n'est pas humain, mais en plus ce qui dépasse totalement l'humain, ce qui n'est, je veux dire, presque pas concept. Et je vais peut-être dire un truc un peu, une phrase un peu bateau, mais le sauvage de demain sera peut-être pas le sauvage d'hier.
effectivement, ça va être par tâtonnement, ça va être, je veux dire, c'est compliqué, c'est pas comme si. Par contre, c'est pour ça que je trouve que l'opposition sauvage-domestique, elle est intéressante, parce que le domestique, ça, pour le coup, on sait ce que c'est. On voit, on vit dedans, quoi. Et du coup, c'est de relâcher le domestique et de redécouvrir le sauvage. Plutôt que d'aller vers le sauvage, c'est plutôt de s'éloigner du domestique. C'est ça, plutôt le... Et c'est pour ça que j'ai très vite reformulé sous cette opposition au domestique, quoi. À la domestication et au domesticat. Moi, je trouve